Je m'appelle Lorraine Wolf, je suis la responsable de la programmation ici au Columbia Global Centers. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ce soir pour ouvrir notre colloque qui a pour but d'explorer le concept de Gianto Power que propose Elisabeth Povinelli et de voir un peu comment ça s'articule sur le paysage européen. Je suis très reconnaissante à Aline Caillé et à Marco Renzo Dello Moderme, tous les deux professeurs à Paris 1 et chercheurs à l'Institut ACT, de nous avoir associés à leur projet de collaboration entre le département d'anthropologie de Columbia et leur groupe de recherche. Ce colloque a pu avoir lieu grâce au financement généreux de l'Alliance à New York. La soirée sera ponctuée par une lecture-performance qui s'appelle Luc et François, écrite et jouée par Olivier Marbeuf. Monsieur Marbeuf est directeur artistique de l'Espace Chiasma, ainsi qu'auteur, critique, performeur et commissaire indépendant. Ses travaux portent sur les questions de la transmission, les relations entre le texte, la voix et l'image. Dans ses recherches, il s'engage dans les principes de spéculation narrative pour troubler les récits historiques dominants du colonialisme. Après sa lecture-performance, un cocktail informel suivra dans la salle de conférence qui est juste à gauche dans le couloir à côté de cette salle ici. Je vais maintenant passer la parole à Elisabeth Povinelli, qui est le Franz Boas professeur dans le département d'anthropologie à Columbia, dont le travail est au cœur de notre réflexion pour les 2 jours à venir. Je vous remercie pour votre présence et très bonne soirée. Excuse me I will speak in English. It's hot and it's getting hotter as the machinery of capital extraction, industrialism, and consumption refuses to relinquish its grip. Temperatures continue to rise. Meteorological systems change. Colossal fires and sandstorms rage. And entire islands and their modes of existence sink into saltwater graves. But the overheating we are feeling is not merely meteorological. For many in the global south, atmospheric changes are just one element of a now accelerating spread of the long-standing toxicity of late liberalism. Now, describing late liberalism as toxic might seem a metaphorical flourish to some. For them, toxicity is a technical term referring only to those substances that are biologically noxious or poisonous, those things that have the capacity to disrupt biological function. But all substances, as Derrida once wrote, can move from medicine to poison, from hero to scapegoat. Even the purest of waters can be toxic to humans if taken in sufficiently large doses. Thus, medical discussions of toxicity typically emphasize the means by which toxins enter the body, and the amount a body can process safely without and before being overwhelmed. Climatic overheating, temperature and humidity, while technically external to the body, can nevertheless disrupt internal biological functions as profoundly as any toxin. High temperatures don't literally boil the blood, but they place certain cardiac functions under serious stress in the healthiest of individuals, and they raise the level of ozone and pollutants that can dramatically affect pre-existing cardiovascular and respiratory diseases. In this way, rising temperatures and humidity are part of a more general expansion of uninhabitable hot zones. What surprise, then, that current advice for mitigating the effects of climate change sound eerily like older advice for interacting with chemical toxins. Don't let the heat in, i.e., seal yourself off with air conditioning and air purifiers, or remove yourself from the contaminated area, i.e., join the great climate migration.
What surprise then that we find the grammar of contemporary late liberal climate politics composed in such a way that liberalism remains the subject pondering a problem outside of itself. T.J. Demos has noted that the common ideological backdrop of technological solutions to climate toxicity is the liberal human, i.e. the white European diasporic subject. In his words, anthropos in this narrative, which we have to translate into the white European diasporic subject, figures as the ultimate self-creator for whom no challenge, climate change, agricultural failure, artificial intelligence, planetary hunger, even death and extinction, is beyond his technological overcoming. Lest do we hear an understanding of early or late liberalism as itself the effect of a complex of feedback loops. But we have to remember, liberalism did not predate the beginning of this toxic outspilling. Liberalism is the effect of an original toxic dispossession. This was what Aimé Césaire and a long lineage of brilliant folks coming out of the Caribbean noted, that the atrocities of colonialism do not ultimately return to their source, but of course they are always poisoning the poisoners. What those poisoners were able to do is simply maintain a barricade around themselves or bury it so they could not see what they were doing. The great cities of Europe and its diaspora exist as a material and now technological condensation and displacements of countless despoiled and depopulated spaces which would become the rural and wasteland areas outside their own cities. Climate toxicity, geontopower, emerges from the minerals dug out of the Congo, out of South Africa, out of Australia, out of Canada, that went somewhere, that left behind something. Now these hot zones are creeping and lapping at the edges of the European diaspora's manicured lawns. Thus today, I think, we see, at least if not the collapse of what I've called geontopower, that is, the division of life and non-life, as a claim about existence, but actually a governance of existence. We see the collapse, the teetering, if not collapse, of that division, even as the collapse is occurring at a moment in which a tipping point in climatic and toxic existence is threatening what some of people call Gaia. We should not glamorize or sanitize the conditions of this epistemological and ontological collapse, that is, the collapse of geontopower. Being in this current moment, when the toxins that produced liberalism and initially was able to keep certain forms of poisoning outside of itself, even as itself was conditioned on those poisons, being within this current moment of late liberalism doesn't look especially good. We have on the right and the left forms that some want to call fascism. We have clown parties and lederhosen northern leagues. We have Maoist political correctness and MAGA Trumpites. We have the privilege, or I really feel quite privileged. We have the great privilege of having some of the most innovative minds in Europe gathered with us over the next 2 days to try and lead us through some of the complex sociological and geontological histories and conditions of our unequally experienced world. And although the colloquium is titled Geontopower, and I'm totally honored by the acknowledgement of my work, then I stomp like a horse. I'm equally grateful that what we're going to hear over the next 2 days is not a reiteration of my thinking. I'm not French in that way. Or the right gender, maybe, I don't know. Anyways, we're not going to hear a reiteration of my thinking, but instead we're going to hear the rich terrain that has long been thinking about and is currently thinking about how it is to be a political and social subject as geontological power teeters. And
so really what I want to welcome you is to that conversation that will begin tonight, go on tomorrow, and continually culminate, not in a solution, but in the rich texture of the problems we face. But the gratitude, my gratitude really extends, gratitude for this colloquium, extends to the amazing work that Eileen and Marco have done. I have to admit that we spoke of what to do, but then they did it while I was not doing it. And they brought us all together. And so first of all, and I should also say Lauren and the great team at Reed Hall and the Alliance program, which is a joint academic venture with Columbia. So please thank them before we even start. And to conclude, it's really superbly my pleasure to have with us, to inaugurate our endeavor, to displace my yammering on and on, to have with us the amazing Olivier Marbouf. Where are you? Ah, there you are. Please welcome him for what will be a very intense and amazing performance lecture. Thank you. So it will be in French. It's in French because it's quite a new thing, so it's an honor to be able to introduce and to begin that seminar around and with the thought of Elizabeth. And so it's a fresh thing, it's a new thing. Just to say is that when we talk with Marco and we talk with Eileen about what to do and what me to do in relation with those questions of toxicity, I had several options, but I know that we have with us a lot of super clever academics and non-academics person, and so I decided to take another path, which is more a poetic path. It's a kind of, it's a kind of story. I will say it's a film, but there is no images and there is no crew. It's a poor film, only with voice. And in fact, I have to say, I have to spoil it just for the beginning. It's the story of two characters, as the title say, Luc and François. But in fact, it's the story of three characters, because there are hidden characters. So it's in French. C'est aussi pour dire, là je le dis en français, que c'est un texte qui est en cours, je le partage dans l'état dans lequel il est, et je ne sais pas trop ce qu'il va devenir, mais le lire, c'est aussi une manière de le faire devenir. Prologue. C'est l'histoire de deux matières, de leur puissance, de leur résistance, de leur disparition, de leur étendue, de leur contour, parfois coupant. Et si vous voulez, vous mettez la main là-dedans, vous ne trouverez jamais la fin. C'est comme lorsqu'on touche une peau glacée de serpent, on ne trouve jamais la fin. C'est l'histoire de deux matières, de leur épuisement et de leur résistance insensée, de leur reflet, de leur scintillement, de leur fumée qui se dépose là, sur la langue, qui tapisse la bouche. Vous savez, quand la bouche est comme une grotte et qu'elle parle avec de l'écho. C'est l'histoire de deux matières, de leur ombre et aussi de leur transparence, de leur opacité, de leur face et aussi de leur absence de face, de leur détermination et aussi de leur indétermination, et de leur impossible décomposition et de leur décomposition, de leur surface humide et luisante, comme par exemple, je prends un exemple, un couteau dans une main qui court. C'est l'histoire de la science, c'est l'histoire des expériences, c'est l'histoire de l'électrolyse, et c'est l'histoire de la photosynthèse aussi. Et c'est une histoire de toutes les molécules jetées en désordre, et ça fait des corps, je vous jure, ça fait des corps, on n'imagine pas que ça fait ça. C'est l'histoire du vivant toxique, de la plante toxique,
de la source et de la feuille empoisonnée, du liquide chaud, du liquide froid, de la machine toxique aussi, du diamant qui ne vaut rien, du charbon inestimable, du minéral, de l'organique, du charbon au charbon. Mais en fait, c'est d'abord l'histoire de la révolte des matières du libéralisme qui deviennent des sujets du libéralisme. C'est l'histoire de deux héros qui sont d'abord des matières. Ils sont d'abord des matières parce qu'ils sont noirs et parce qu'ils sont américains. C'est une courte histoire des masculinités noires, fabriquée par le libéralisme des débuts et par le libéralisme de la fin. C'est l'histoire de la fuite de ces héros, car ils sont noirs, car ils sont américains. Ce sont des matières qui coulent, qui sombrent, qui se transforment, mais jamais ne disparaissent. Ce sont des matières qui courent, comme court, vous ne suivez pas là, comme court un couteau dans une main qui court et scintille sur une cuisse. C'est une courte histoire du camouflage et de la castration, une histoire des plantes grasses, des plantes invasives, des feuilles épaisses pincées entre deux doigts, une histoire des fleurs peintes et domestiquées, une histoire de pistils, de spores, des graines, une histoire de pollen. Si vous mettez votre œil là-dedans, c'est un monde terriblement violent et silencieux. Et à l'intérieur d'un tapis de fleurs, du motif serré des pétales, il y a un homme qui s'appelle Georges. N'ouvre pas la bouche, Georges. Vous l'oublierez et il va revenir, comme une tache délicate et indélébile, déposée dans un parterre de fleurs d'Amérique, dans une histoire botanique d'Amérique, qui est une histoire avec une toute petite voix. N'ouvre pas la bouche, Georges. Une histoire presque silencieuse et pourtant terriblement violente. C'est aussi une courte histoire de la ruse, une courte histoire du muscle, une courte histoire de la matière, de la chair qui brûle, se décompose en un drapeau de fumée, emblème d'un pays à venir, de la chair qui brûle et se décompose en un paysage qui remplit les poumons de joie. Il y a un peuple car il y a de la matière saoulée par le feu. Il y a un peuple car il y a une matière oubliée qui parle. Il y a un peuple. Luc et François. On ne sait pas quand est né François Mackandal, peut-être en 1715, peut-être en 1720. On ne sait pas s'il était Congo, on ne sait pas s'il était musulman. Quand on l'a capturé lors d'une razzia, on ne sait pas. Quand on l'a embarqué comme un esclave vers la colonie française de Saint-Domingue, on ne sait pas. On ne sait pas s'il était Congo, s'il était vaudou. On sait par contre qu'il est mort, une fois, en 1758. On ne sait pas par contre combien il était et combien de fois il est mort. C'est une matière que le feu n'a pas épuisée. Elle a continué à se consumer jusqu'au début de la Révolution à Saint-Domingue en 1791. Il y a un peuple car il y a une matière qui s'échappe. Plus tard, François Mackandal revient. Il revient vers 1967. Il revient sur la pièce de monnaie de la République indépendante d'Haïti. Il passe de main en main, de face en face, de paume en paume. Il y a un peuple car il y a des mains qui courent et des couteaux qui brillent sur les cuisses. Si vous posez votre œil dans le couteau, si vous posez votre rétine sur la surface froide et si vous percez de votre œil des reflets et si vous entrez dans le soleil, vous verrez une fumée qui est un peuple qui danse. Plus tard, François Mackandal revient, encore une fois. Plus tard, François Mackandal revient, encore une fois, en 2012. Il est tueur, il est empoisonneur dans Assassin's Creed. Il est captif d'un jeu vidéo. Sa chair est un boucan de pixels. Sa chair est un boucan de calcul. On le manipule avec une manette.
On le manipule avec une rétine, un circuit imprimé, un nerf optique. Il se tient aux deux extrémités d'une histoire, du capitalisme. Il fuit. Luke Cage est né. Luke Cage est né Carl Lucas. Luke Cage est né Powerman. Luke Cage est né dans la fiction directement en juin 1972. Luke Cage est un super-héros Marvel. Archie Goodwin et John Romita Sr. sont deux hommes blancs américains. Ils ont fabriqué Luke Cage. On dit que c'est le premier personnage africain-américain à obtenir sa propre série en 1972. Il devient matière et sujet du capitalisme. Puis, Powerman Luke Cage, né Carl Lucas, est au cinéma. Puis, Powerman Luke Cage, né Carl Lucas, est à la télévision, dans une série appelée Héros à louer. Il fuit. Puis Powerman Luke Cage, né Carl Lucas, est sur Netflix. Il fuit. Luke. Luke est une matière. Luke est un minerai noir. Luke est une matière allotrope. Le charbon est un allotrope du carbone. Le diamant est un allotrope du carbone. Cela veut dire que ce sont différentes formes cristallines du carbone. Cela veut dire qu'elles sont pareilles. Cela veut dire qu'elles sont différentes. Luke est une pierre noire qui se consume, que l'on consume, que chacun presse, que chacun vide. Luke est un diamant. Carl est la matière allotrope de Luke. Luke a été fabriqué par des pressions, des températures. Il a nagé dans un magma, il a baigné dans un plasma. C'est chaud. C'est comme ça qu'il naît, avec cette peau-là. Luke est une expérience, Luke est une arme. Luke est une matière à louer. Ce que l'on peut dire, c'est que le corps de Luke ne lui appartient pas. C'est que le corps de Luke résiste aux balles. D'habitude, aux États-Unis, la peau des Africains américains ne résiste pas aux balles. Mais Luke, les balles, ça ne le tue pas. Ça trouve juste son sweat à capuche. Il a des problèmes de garde-robe, Luke. Ce sont des problèmes de super-héros. Si un super-héros n'a pas accès à des super tissus de synthèse, alors fatalement, il a des problèmes de garde-robe. C'est pour cela qu'ils sont super riches la plupart du temps, les super-héros. C'est une question de classe sociale. La garde-robe fait partie de cette affaire-là. Luke est un héros pauvre. Luke est un héros noir, est une matière noire. Mais les balles, ça ne lui fait rien du tout. Son corps, elle ne le perce pas. Sa peau, elle ne le blesse pas. Sauf que ça l'oblige. Luke est le produit d'une dette. C'est un héros à louer. Un héros endetté. Car on a fabriqué Luke juste pour voir ce que ça pourrait donner. Matière formée au désir des autres, ses os incassables, instrument de plaisir inépuisable. Luke est une arme, latex noir que l'on peut tripoter à souhait, dans tous les sens. C'est une matière à louer. On l'a fabriquée. On ne sait pas pourquoi, juste pour voir la matière, cette matière, devenir ça. Seagate. Seagate est une île, Seagate est une prison. Haïti est une île, c'est la perle des Antilles, disent les Français. Pas les Français d'aujourd'hui, mais ceux du XVIIIe siècle. Napoléon, par exemple, dit « c'est la perle des Antilles ». Et les Américains, eux, disent « Seagate, c'est la petite Alcatraz ». À Seagate, Carl Lucas n'est pas encore Luke Cage. À Seagate, Carl Lucas est emprisonné. Dans certaines histoires, Carl Lucas est un ancien policier, mais dans d'autres, il est juste un petit voyou, un voleur. En tout cas, à l'arrivée, il est toujours en prison. À Seagate, il y a des combats d'esclaves. La prison est une plantation. Elle a quelque chose de la Géorgie. Ce n'est pas dit comme ça, mais plus tard, beaucoup plus tard, quand il faudra retrouver le docteur Bernstein, on ira le chercher en Géorgie. On apprendra que Carl Lucas est lui-même né en Géorgie, à Savannah, et que son père était pasteur. Carl Lucas fait des combats d'esclaves, il est en prison, il laisse pousser ses cheveux. De policier, le voilà devenu esclave hirsute, juste à cause des cheveux qui poussent comme un buisson sur sa tête. Le docteur Bernstein pense que c'est le corps idéal. Le docteur Bernstein cherche le corps idéal. Il voit Carl, il voit Luke. Il voit la possibilité de Luke dans Carl. Il se dit, c'est le corps idéal, c'est le tas de charbon,
Il le voit déjà diamant, incassable. Ses ongles qui découpent le métal, ses os comme des cristaux splendides, si durs, son squelette entier comme une œuvre d'art, et par-dessus, les fibres de ses muscles de diamant, souples, doux, impénétrables, et par-dessus, une peau élastique qui emballe délicatement tout ce sac de pierres précieuses. On trompe Karl. Il va devenir Luc dans une machine. On met le corps de Karl dans une machine. On met le corps de Karl pour le réparer. On lui dit ça. On lui dit, on va vous réparer. Karl est encore une matière faible. Il n'est pas encore Luc. Il est cette colère noire qui n'est pas à vendre. Matière révoltée de l'injustice qui l'a mise en prison. Il croit encore à la justice des États-Unis d'Amérique, au premier amendement, au moins dans la version de l'histoire où il est policier. Karl tape des poings contre les murs. Il veut casser les murs de la prison, de Seagate, l'île, la petite Alcatraz. Plus tard, Karl, devenu Luc, casse les murs de l'appartement de sa petite amie qui parle espagnol, qui est infirmière, qui a une bouche démesurée et des yeux un peu tristes. Plus tard, Karl, devenu Luc, casse les murs de l'appartement de sa petite amie. Et elle lui dit qu'il ne peut pas rester dans l'appartement qu'il a cassé, comme on casse un décor de série télé. Elle veut prendre soin de son corps. Elle veut faire de son corps quelque chose de bien. Elle ne veut pas de son corps dangereux, de sa matière dangereuse. Pendant que lui, il casse un mur, parce qu'il n'est pas content, parce qu'il n'est pas d'accord d'être formé au désir des autres. Et en disant ça, il s'enfuit. C'est ce que faisait Karl, c'est ce que fait Luc. Il s'enfuit, comme une grosse matière énervée, dans le couloir, qui peine à contenir toute sa forme, incassable, tous ses muscles, incassables, tous ses os, incassables. Il s'enfuit, point fermé de graphite, silex obscur, résidu triste, qui vient de se faire larguer par sa petite copine latino. Matière soudainement faible, mais dure comme le diamant, qui met moins de 3 milliards d'années à être aussi dur que ça. Mais lui, tout lui arrive trop vite, brutalement, trafic de la géologie, trucage du temps. Mais lui, il n'a pas demandé à devenir ce fouillis d'atomes, ce sac de molécules agité. Mais avant, il est encore Karl, il est en prison, il se fait mal, à taper les murs avec ses poings. Il n'est pas encore indestructible, il ne résiste pas. Il est une matière blessée, matière fatiguée, matière idiote, matière sentimentale, matière crédule, matière qui cherche ses valeurs, matière qui cherche des mains pour le pétrir, matière sans valeur, matière merdique, matière sans secret, matière transparente, matière molle, matière visqueuse comme le sang, matière suante, matière dégoulinante. Le docteur Bernstein arrive sur l'île de Seagate. Le docteur Bernstein veut fabriquer une autre matière. Karl n'est que le combustible, le minerai, la bûche, le lingot, la donnée, l'input. Karl n'est que le sac de fibres dans lequel il va projeter sa chimie, son électrolyse, ses ions, ses particules élémentaires. Le docteur Bernstein a des idées sombres venues d'un temps sombre, où la guerre autorise tout. La paix est une exception, a dit Dick Cheney. Alors tout le reste, absolument tout le reste, c'est le temps de la guerre. Le docteur Bernstein ne croit pas à la science. Il croit aux machines, il croit aux aiguilles, il croit au potentiomètre, il croit au métal laqué, il croit aux séquences de chiffres, il croit aux algorithmes. Il voit la matière du monde comme un tas de chiffres en désordre, il voit la matière du monde comme des fluides dégueulasses. Le docteur Bernstein cherche un ordre dans les choses. Il voudrait faire un peu de ménage, comme on dit. Il sait qu'il ne peut pas le faire lui-même, pétrir la matière de ses mains. Alors, le docteur Bernstein pétrit avec des séquences de chiffres, des potentiomètres, avec des machines qui n'ont pas de main. Le docteur Bernstein n'a pas d'idée de forme, il n'a pas besoin d'avoir d'idée de forme. On s'en fout. La forme viendra d'elle-même, comme une conséquence tragique du reste, un agencement des circonstances. Le docteur Bernstein a une direction. Il veut réparer le monde, il veut redresser le monde, l'endurcir, il veut former la matière dans le moule de ses désirs les plus sombres.
un moule obscur, luisant, au cœur de la nuit, un moule qui n'a pas de main, pas de bouche, pas de forme. Il voit une matière noble et servile. Il voit une matière noble et inépuisable. Il voit Karl, il voit Luc. Karl est dans la machine, l'expérience peut commencer. Mais ça tourne mal. La machine ne produit pas de fable sans accident. L'accident, le premier moment de l'histoire. La première scène du crime. C'est quand les parents sont morts, et seulement à ce moment-là, que les enfants peuvent errer dans la forêt la nuit, et là commence le conte, qui sinon ne pourrait débuter avec un ciel bleu où tout va bien. Il faut forcément casser quelque chose, il faut croquer quelque chose, il faut enfiler quelque chose, il faut ouvrir la mauvaise porte et laisser une trace qui ne peut être effacée. Alors commence le conte. On peut le peupler de tous les monstres possibles, mais les monstres ne sont que des détails cachés dans les parterres de fleurs. Karl va être accouché une seconde fois, sortir du sexe d'une machine dans le fracas du verre, gros bébé noir qui gît sur le sol, maintenant indestructible, il ne pleure pas, il court. Au-delà de la mort de Karl, il court et il nage. Dans l'eau froide qui entoure l'île, il court et il nage et il disparaît. Loin de Sigette, il court et il nage. Sigette est une prison, il est mort et il est né. François et Luc. Les Français emmènent François sur la place publique. Les Français accusent François de séduction. Les Français accusent François de profanation. Les Français accusent François d'empoisonnement. Les Français ont attrapé François. Après 18 ans de cavale, ils l'ont attrapé. Quelqu'un l'a sûrement dénoncé. Les Français n'en croient pas leurs yeux, c'est bien lui, c'est bien François Mackendal. Les Français ont un sourire de satisfaction en ce 20 janvier 1758. Les Français ont un sourire de satisfaction de le tenir enfin, après tout ce temps. Les Français pensaient qu'il n'existait pas. Les Français pensaient que François était le nom d'une chose qui n'existe pas. Que François était le nom de la forêt sans lumière, du chien qui ne revient jamais, le nom de la mangrove indéchiffrable, le nom de la source empoisonnée, le nom de la mousse blanche au bord des lèvres des colons quand il s'agite sur le sol, dans le salon de l'habitation, et puis il meurt. Le nom des feuilles pliées sous les pas qui reprennent brusquement leur forme, le nom des mornes le matin dans la brume quand un cri se fait entendre, le nom d'une ombre tordue au crépuscule, le nom d'un rire, le nom de tous ceux qui ont déserté la plantation et couru. Couru d'abord sans but, transportant un jardin en fuite, une vie qui s'étire, une vie qui ne sait pas encore ce qu'est la vie, une matière qui s'étend, élastique et poisseuse, charbon, pétrole, hanches pleines de sève serpentent dans les mornes, viande fumante qui marronne dans les aboiements, tableau lacéré du dos où s'écrit l'histoire de la violence, fruits agités, ne parle, ne crie, court. François a perdu une main, coincé dans un moulin de la plantation. Alors que les dogs arrivent, c'est la main ou les dogs. Il faut laisser quelque chose. François a laissé la main. Karl a survécu. Karl s'appelle Luc, maintenant. Luc fait l'amour avec une policière. Luc fait l'amour avec une femme qui s'appelle Misty. C'est la première fois qu'il la rencontre. Misty est née à Harlem. C'est une fille de Harlem. Elle a joué au basket à Harlem. Elle a marché dans les rues de Harlem. C'est une petite fille noire. Comme les petites filles noires le font, elle a marché dans les rues de Harlem. Et puis, comme une femme noire le fait, elle a marché dans les rues de Harlem en bombant le torse, avec colère, avec une colère immense, avec une colère noire. Une colère à soi qui peut tout accueillir de la colère du monde. Elle a des visions qui viennent de sa colère, une histoire de la violence inscrite à même les rétines. Plus tard, elle perd une main. On ne sait pas comment. Il faut laisser quelque chose. Elle laisse une main. Les Français poussent François dans le dos. Il est midi au Cap Français, sur l'île de Saint-Domingue, le 20 janvier 1758. Le Cap Français s'appelle aujourd'hui Cap Haïtien. L'île s'appelle aujourd'hui Haïti.
En 1791 débutera la Révolution. Les Français ne le savent pas encore, mais François le sait. Tout le corps de François le sait. Toute la matière de François le sait. François navigue dans le temps. François navigue dans l'espace. Il n'y aura pas assez des Anglais. Il n'y aura pas assez des Espagnols. Les Français seront chassés de l'île. On dit en France la perle des Antilles, à cause de l'exploitation de café et de sucre. Ils ne le savent pas, mais François le sait. Ils ne le savent pas à Paris. Ils ne le savent pas à Port-au-Prince. Ils ne le savent pas au Cap-Français. Mais rien ne pourra arrêter la Révolution. Les Français poussent François dans le dos. Ils l'accusent d'avoir mené plusieurs rébellions. Ils l'accusent d'avoir empoisonné les sources. Ils l'accusent d'avoir tué 6000 colons. Il est midi au Cap-Français. Sur l'île de Saint-Domingue, le 20 janvier 1758, la foule a été réunie sur la place publique pour un grand spectacle. On va brûler vif François Mackandal. Il est midi au Cap-Français, sur l'île de Saint-Domingue, le 20 janvier 1758, 33 ans avant la cérémonie de bois caïman, le 14 août 1791. Le 14 août 1791, à la tombée de la nuit, des esclaves marrons se rassemblent pour une cérémonie vaudou à l'appel de Duty Bookman. À la tombée de la nuit, les esclaves marrons se rassemblent et boivent le sang d'un cochon noir. Ils boivent. Et ils deviennent invulnérables. La prêtresse Mambo, Cécile Fatiman, plante son couteau. Le sang jaillit d'un cochon noir. Des esclaves marrons se rassemblent à l'appel de Duty Bookman et boivent du sang. C'est la révolution qui débute. Les esclaves se soulèvent les jours suivants, brûlent les habitations, tuent les familles blanches. Dans les plaines du Nord, le paysage devient feu. 1000 blancs sont assassinés, 161 sucreries, 1200 caféières brûlent. Les Français ne sont pas contents. Les Français ont peur. Les Français ripostent. Les Français tuent Bookman au combat. Les Français exposent sa tête. Les Français font spectacle. De la tête de Bookman, ils font spectacle. Des flammes qui lèchent les pieds de Mackandal, en ce jour clair de janvier 1758, ils se réjouissent. Bookman n'est pas invulnérable, pense-t-il. Voilà la preuve. François Mackandal n'est pas immortel, pense-t-il. Voilà la preuve. Les Français attachent François à un poteau, au-dessus du bûcher qu'ils allument. Luc est un diamant fabriqué par une machine qui accélère le temps et la géologie. L'esclave est un charbon organique. Il n'est pas un homme. Il est une matière cachée dans l'ombre, inépuisable et silencieux. L'esclave ne met pas 3 milliards d'années à devenir un diamant. L'esclave ne devient pas un diamant, si dur qu'il résisterait au fouet, si dur qu'il résisterait aux balles. Quand il fuit la plantation au péril de sa vie, l'esclave devient une nouvelle variété allotropique de lui-même. L'esclave marron ne devient pas un diamant, il devient un charbon fluide et visqueux qui glisse dans la forêt. François est cette matière, François est une ombre. Les Français veulent le brûler comme un charbon organique et la foule est réunie sur la place, la foule a peur du pouvoir de François. Et les Français insistent, il faut voir ce spectacle. Car pour eux, tout existe par le spectacle et par le voir. C'est leur manière de dire le monde, c'est leur magie. Personne ne pense que François peut brûler, sauf les Français, qui ont une chimie confuse, qui ont une chimie à eux. Le feu monte sur les jambes et le buste de François. Son visage reste impassible. Sourit-il? Misty est une policière et une fille de Harlem. Misty veut protéger Harlem. Misty veut protéger son quartier. Son quartier, c'est son corps. Son corps noir est abîmé. Misty veut stopper la violence, mais Misty est la violence légale de la police. Misty veut savoir la vérité, elle veut voir la vérité, et la vérité est la violence. Elle veut plus que tout arrêter Cottonmouth. Cottonmouth est le propriétaire d'un club de jazz. Cottonmouth est au balcon du Harlem Paradise avec sa cousine Maria Diller. Il regarde l'orchestre qui répète. Cottonmouth est un caïd. Maria Diller est une politicienne. Ils sont cousins.
Enfant, Cottonmouth veut être pianiste. On le voit dans la maison de la famille Strokes qui répète ses gammes. On le voit enfant avec ce rêve d'être un grand pianiste. Son oncle l'encourage. Mama Mabel est à la tête du clan Strokes. Mama Mabel est la grand-mère de Cottonmouth. Mama Mabel est la grand-mère de Maya Dillard. Mama Mabel met un pistolet entre les mains de Cottonmouth. Mama Mabel ne veut pas qu'il échappe à l'histoire de la violence, qui est aussi l'histoire de la famille. Mama Mabel est la chambre écho de la violence, de la plantation et de la fuite, du sang violent qui traverse le temps, de corps en corps. Alors Cottonmouth tue son oncle et tue son rêve. C'est un rite de passage vers le paysage de la violence. Karl a nagé, loin de Seagate. Karl a nagé dans l'eau glacée. Il se cache à Harlem dans un salon de coiffure. Karl est devenu Luc. L'esclave porte le nom de l'habitation. L'esclave porte le nom de la plantation. L'esclave porte le nom du maître. L'esclave porte le prénom du maître. L'esclave porte le nom du lieu-dit. L'esclave a oublié son nom. Personne ne connaît son nom. Il a caché son nom si loin, il a caché sa voix. Quand il fuit, l'esclave invente son nom. L'esclave fabrique son nom. Karl trafique son nom. Karl a un père pasteur. Personne ne peut vraiment mettre en cage un homme s'il veut être libre, a dit le père de Karl. Le père de Karl cite la Bible. Le père de Karl cite le livre de Luc dans la Bible. Alors Karl a pris le nom de Luc. À cause de ça, à cause de la haine qu'il voue à son père, il s'est appelé Luke Cage, car personne ne peut mettre en cage un homme s'il veut être libre. Karl a un demi-frère qui s'appelle Will, qui est très en colère. Karl a un demi-frère qu'on appelle Diamondback. Il en veut au père de Karl, il en veut à Karl, il en veut à Luke Cage. Tout est matière à violence. Tout est histoire de violence qui revient. Diamondback signifie le diamant qui revient. Le corps de Luke est dur comme un diamant. Alors Diamondback invente des balles qui s'appellent Judas, comme le traître dans la Bible, du père de Karl, qui est aussi son père, qui ne l'a pas assez aimé alors qu'il aimait Karl. Alors il invente des balles qui viennent de la Bible, comme Luke et comme Cage viennent de la Bible. Et ces balles percent le diamant. François est tout entier dans le feu maintenant. Son visage déguisé par les flammes reste impassible. François est bossal. On dit bossal celui qui n'est pas esclave créole. On dit bossal celui qui n'est pas né dans la colonie. On pense que François vient de l'Empire Congo. On pense que François est Congo. On pense que François est musulman, de Guinée, du Mali ou du Sénégal. On pense que François est musulman, puis devient Ougan, prêtre vaudou. On pense qu'il a appris l'art du poison en Afrique, dans une région où le vaudou est influent. On pense qu'il a retrouvé des plantes qu'il connaissait sur l'île de Saint-Domingue. On pense qu'il a inventé aussi des choses. On pense qu'il a été capturé pendant une razzia. François est esclave dans une propriété. François est l'esclave de Lenormand de Mézy. François perd une main, prise dans un moulin à canne. François garde alors les animaux. François s'enfuit. François gagne la forêt. François organise la révolte contre les Blancs. François est charismatique. François est Ougan maintenant. François fabrique du poison. François attaque les plantations. François est craint. François trafique son corps. François est immortel. François est nombreux. Pendant 18 ans, François est insaisissable. Mais aujourd'hui, en ce jour clair de 1758, François est tout entier dans le feu qu'ont allumé les Français. Son visage est déguisé par les flammes, est impassible. Il devient allotrope de lui-même. Cela ne prend pas 3 milliards d'années pour qu'il soit solide et fluide. Cela ne prend pas 3 milliards d'années pour qu'il se change en gaz, pour qu'il prenne la texture épaisse de la nuit. Il ne faut pas un instant pour qu'il se glisse dans cette matière organique et végétale. Va, main, feuilles fraîches, détend muscles et aboie. Pas longtemps, pour qu'il devienne multitude, pour qu'il imite la forêt. Et se lance pierre qui bouge, et se lance cuisse géante, et se lance sexe dur et fossile, et se lance intestin en décomposition pas longtemps, pour qu'il se lance matière toxique dans les sources et dans les bouches douloureusement françaises. Les Français l'accusent d'avoir tué 6000 colons.
Les Français ont une comptabilité précise quand il s'agit de ça. Mais on ne sait pas, et on ne saura jamais, combien d'esclaves sont morts, précisément, marchandises perdues, matières gâchées, registres en désordre, falsifiés. Luc se cache à Harlem. Luc ne sait pas quoi faire de sa matière. Luc ne sait pas quoi faire de son corps de diamant, qui résiste aux balles. Luc ne fait que fuir, esclave marron sans but, évadé de l'utérus du plasma bouillant d'une machine. Luc marronne à Harlem, dans un paysage de violence, raconté par la famille Strokes, dans un paysage de violence, raconté par Cottonmouth, qui regarde la scène depuis son balcon, qui tue et pianote, qui n'a pas renoncé tout à fait au piano, au cœur de la violence, qu'il regarde la violence depuis son balcon avec sa cousine Maria Dillard, qui veut renoncer à la violence qui couvre tous les objets d'Harlem, qui couvre toutes les matières de Harlem, même les objets qui parlent, même les matières bavardes, qui collent aux mains. Maria Dillard veut une autre vie, où l'on a effacé les traces de sang, mais elle ne les efface pas. Luc, lui, est en réserve, comme Bruce Lee dans Big Boss. Luc est en réserve de son talent et de sa force. Luc est under control. Mais toute la violence de Harlem, ça le fait sortir de lui-même, comme Bruce Lee dans Big Boss. Il passe d'énergie potentielle à énergie cinétique. Maintenant, Luc est en dehors de lui. Luc est maintenant en dehors de son obscurité. Luc expose aux yeux de tous son corps de diamant. Luc n'est plus clandestin. Luc n'est plus fuyard. Luc va chercher un job. Luc est une matière qui ne s'appartient pas. Luc est un capital qui ne s'appartient pas. Luc est une marchandise du capitalisme américain. Luc n'arrive pas à se vendre. Luc n'arrive pas à faire commerce de lui-même, industrie de lui-même. Les gens le filment, les gens postent la matière de Luc sur YouTube. La matière de Luc est vue. Il y a beaucoup de vues pour la matière de Luc, car elle est inhabituelle, elle est incassable. Nike est intéressé par Luc. Nike veut être le sponsor de la matière de Luc. Luc ne connaît pas sa valeur. Luc ne connaît pas la valeur de lui-même, qui ne lui appartient pas. Luc résiste aux balles, mais Luc est perdu. Alors il casse un mur dans l'appartement de sa petite copine qui parle espagnol et qui s'appelle Claire Temple. Elle lui dit de partir et il part. Il est unique, il est seul, et solide et incassable. Il pourrait donner des coups de poing contre les murs, comme quand il était Karl. Il n'aurait pas mal, il ne sentirait rien. Il ne pourrait changer sa matière, la rendre moins dure, devenir allotrope de lui-même. Le poteau a rompu. Le poteau qui supportait le corps de François a rompu, alors que les flammes s'emparaient de lui. Le poteau a rompu. La foule rassemblée pour voir Macandal mourir voit à la place le poteau se rompre. Et François se transforme en quelque chose qui n'a pas de nom. Et François saute hors du feu, dans les bois déjà, devient le bois pourri, devient la mousse qui déguise le sol, l'œil d'un insecte, une explosion de champignons et de chair mûre, devient la forêt et la roche coupante, les lianes et l'eau qui jamais ne cessent de fuir. L'assemblée réunie respire la fumée, l'assemblée réunie respire la combustion incomplète de François. Parfum enivrant, feuilles épaisses, graines qui tourbillonnent, fruits mûrs écrasés, senteur de bois brûlé, que toutes les narines accueillent comme un délicieux pharmacon. Maintenant, Macandal n'est plus, disent les Français. François est partout, disent les esclaves. Fumée qui peuple les narines pour des décennies d'hallucinations révolutionnaires. Épilogue. Plus tard, beaucoup plus tard, les graines se sont enfoncées dans la terre encore chaude, dans les miettes du bois en putréfaction. Les spores ont envahi l'air, les poumons, inspirés, expirés, et sont partis, poudrés d'autres bois, d'autres prairies, d'autres peaux qui courent, qui fuient,
dans la sueur âcre de la nuit. C'est le matin maintenant. L'aube est encore pourpre. À l'intérieur d'un tapis de fleurs, dans l'entrelac vertigineux des tiges, du motif serré des pétales, il y a un homme qui est là, qui est caché. Il s'appelle Georges. N'ouvre pas la bouche, Georges. Vous l'aviez oublié et il est revenu, comme une tache, délicate et indélébile, déposée dans un parterre de fleurs d'Amérique, dans une histoire botanique d'Amérique, qui est une histoire avec une toute petite voix. N'ouvre pas la bouche, Georges. Georges porte un nom allemand. On ne sait pas s'il est Congo. On ne sait pas. C'est un esclave créole, né dans la colonie. On ne sait pas. Georges porte le nom de son maître, qui devient son nom à lui, George Washington Carver. Tous les enfants d'Amérique connaissent George Washington Carver. George est botaniste, George est agronome, George est un inventeur, George est célèbre. George rencontre un président. Il y a beaucoup de livres en Amérique sur les plantes où on voit George. Et aussi des films où l'on voit George. Mais George n'aime pas parler. N'ouvre pas la bouche, George. George est un jardinier noir avec une voix d'enfant. Un vieil homme sur de longues jambes avec une voix d'enfant. Il est seul, au milieu des plantes, qui sont son paysage de violence à lui, qui poussent dans la terre, dans l'écho des graines, dans les cris des spores, du bois brûlé. Georges se cache parmi les plantes, parmi les fleurs, et les laisse exploser comme un paysage domestiqué et sauvage à la fois. Un jardin créole qui fait semblant d'être en ordre, qui fait semblant d'être un paysage sous contrôle des maîtres, un paysage rassurant des années 30. Un jardin créole qui est un voyage dans le temps. Georges est seul, toujours seul avec les plantes, avec les fleurs. Georges n'a pas de femme, Georges n'a pas d'enfant, Georges n'a pas de petits copains, Georges n'a pas de petite copine. Dans l'entrelac vertigineux des tiges, il se cache comme un enfant qui n'a pas eu le droit de devenir. Mais il s'étend, il se reproduit par la bouche invisible des plantes, par la puissance secrète des fleurs. Il hurle maintenant, avec une voix qu'on n'avait jamais entendue avant. Merci.